Bienvenue les Lutétiens, bienvenue dans l'After Lutèce. Aujourd'hui, deuxième partie de notre analyse du deuxième tiers de la saison. On va parler de la forme des rosters, du prix du meilleur chasseur évidemment, et puis du gratin de la Lutèce, à savoir les meilleurs joueurs sur le terrain, ceux qui se sont distingués sur le deuxième tiers et ceux qui se distinguent naturellement depuis le début de la saison. Alors, entrons vite dans le vif du sujet. Pour parler de la forme et de la méforme des rosters sur le deuxième tiers et évidemment depuis le début de la saison. Bien, quand on parle de la forme des rosters, comment ne pas évoquer évidemment les elfes noirs. Quelle deuxième partie de saison de la part des Druchis, c'est incroyable. 2,5 points de gagné en moyenne sur ce deuxième tiers de la saison. On était à 1,2 pour les elfes noirs sur le premier tiers de la saison. Ils font 8 victoires, 1 nul et une seule petite défaite sur les 10 matchs joués. Il y a eu 5 matchs par équipe sur le deuxième tiers. C'est la meilleure forme sur le deuxième tiers pour un roster. Les elfes noirs, vraiment chapeau. Ils passent de la 33e position moyenne au classement à la 16e position moyenne au classement. Le bond est juste phénoménal, monumental. Ils sont à 18,5 points en moyenne de gagner, les deux équipes. 1,9 touchdowns de marqués en moyenne également sur le deuxième tiers de la saison et seulement 0,5 d'encaissés, toujours sur le deuxième tiers de la saison. Du coup, ils sont deuxième meilleure attaque sur cette partie-là du championnat et deuxième meilleure défense carrément au général. Comme je vous disais, le roster elfe noir est un roster merveilleux en défense et cette année, les Druchis le démontrent clairement. Il reste quand même le troisième roster le plus rentable du championnat également. Alors là, c'est une belle perf de la part des Druchis. Ils rapportent plein de pognon à leur coach. Ça tombe bien, du coup, si jamais il y a des blessés, ils vont pouvoir se les racheter. Et donc, ça présage que du bon pour les playoffs. La question qui reste, c'est celle de savoir si Seeds va accompagner Kneecap en playoff ou pas. Il fait un bon classement monumental lui aussi. Il progresse merveilleusement bien avec son roster elfe noir. Donc voilà, est-ce qu'il y aura un ou deux Druchis en playoff? Telle est la question. Un, c'est sûr avec Kneecap. Seeds, il est en train de tout faire pour y arriver après un début de saison catastrophique. Il a merveilleusement remonté la pente. Donc on verra s'il y aura deux elfes noirs en playoff. Autre roster dont il faut parler, et qui pareil connaît une forme phénoménale sur le deuxième tiers de la saison, c'est les hommes lézards. Toujours au top avec 2,05 points en moyenne de gagné par match par les 4 coachs qui ont drafté ce roster sur le deuxième tiers de la saison. Ils étaient à 1,8 points sur le premier tiers, donc là aussi, belle progression. Ils passent de la 17e position moyenne à la 12e position moyenne au classement. Vraiment, ils trustent certaines, peut-être pas toutes, mais certaines des équipes hommes lézards trustent vraiment le haut du panier, le haut du classement général. Ils sont toujours le troisième roster le plus prolifique au général avec plus de 1,5 touchdowns en moyenne de marqués par match. Et il reste le troisième roster le plus populaire du championnat, à égalité avec les Elfes Sylvains, avec 6400 supporters par match. Donc là aussi, on sent une merveilleuse progression des hommes lézards et on se demande carrément si on ne va pas avoir les 4 équipes hommes lézards qualifiées en play-off. 2, c'est fait, Dritz et Asmogi. Il reste donc Fracas et Kral et JC qui sont... Ces deux équipes sont en merveilleuse position, en très bonne position pour se qualifier en play-off. Kral et JC, ils sont presque. Fracas doit encore batailler un petit peu, mais il lui manque très peu de points. Donc on va probablement avoir un carton plein de la part des hommes lézards en play-off. Comme quoi, c'est toujours un roster qui marche vraiment, vraiment bien à la Lutèce. Et encore une fois, cette saison le démontre parfaitement. Alors, quand on parle des rosters qui performent, comment ne pas évoquer les Skaven naturellement? Une constance à toute épreuve, 1,9 points en moyenne de marqué par les coachs sur le deuxième tiers, alors qu'ils étaient à 1,95 sur le premier tiers. Donc vous voyez une constance, vraiment il y a 0,05 points de différence, donc rien du tout en fait.
Donc vraiment une constance à toute épreuve. Une 20e place moyenne, parce que bon, bah forcément, Crouch baisse un peu la moyenne et Bosque n'est pas top non plus. Ils étaient 19e en moyenne, en position moyenne à l'issue de la 5e journée. Donc vous voyez toujours, encore une fois, une constance parfaite de la part des Scaven. Et c'est au niveau des stats, naturellement, que les Scaven se démarquent. Deuxième roster le plus prolifique sur le deuxième tiers. Naturellement, premier roster multi-représenté. On sait tous que c'est toujours plus dur d'avoir une bonne moyenne générale quand il y a plus d'équipes qui sont engagées pour un roster. Là, il y en a carrément 4 qui sont engagés chez les Scaven et ils sont le deuxième roster le plus prolifique. Donc, on voit la facilité des Scaven à marquer des touchdowns. Roster le plus populaire sur le deuxième tiers, évidemment avec tous ces touchdowns marqués, les supporters veulent voir jouer les Scaven, 6650 supporters par match en moyenne pour les équipes Scaven, deuxième le plus riche avec plus de 73 000 pièces d'or de gagnées par match sur la saison en fait, sur l'ensemble des 10 journées. Deuxième roster le plus expérimenté sur le deuxième tiers également avec 70 XP en moyenne, 70,25 XP en moyenne par équipe. Et en général, c'est le troisième le plus expérimenté et meilleur parmi les multi-représentés. Donc vous voyez que les Scaven, au niveau des stats, c'est incroyable. Si vous voulez performer l'année prochaine avec un roster, si vous voulez avoir une équipe expérimentée, une équipe qui marque plein de touchdowns, qui encaisse aussi, mais qui en marque plein, jouez les Scaven. Parce que là, les Scaven le démontrent, c'est assez rentable et assez facile de jouer Scaven. Alors, Crouch me contredira, Bosque peut-être aussi. Peut-être que la merveilleuse forme des Scaven cette année est due au fait que eh bien, il y a Marteau Helix et Ashram qui défient les statistiques cette année avec leurs deux équipes. Il n'empêche que on voit bien que les Scaven performent très très bien à la Lutèce, on le voit d'année en année. Et là, cette année encore, ça se vérifie. Autre roster qui cartonne sur le deuxième tiers et premier parmi les Minus, c'est évidemment mes préférés, les Halflings. Les Halflings, toujours aussi impressionnants de régularité cette saison, avec 1,8 points en moyenne de gagner sur les matchs sur le deuxième tiers de la saison. Ils faisaient déjà 1,66 dans le premier tiers, ce qui était déjà énorme pour des Halflings. Là, ils sont à 1,8, ils ont encore mieux performer sur le deuxième tiers, alors qu'on sait que normalement, le deuxième et le troisième tiers, c'est plus compliqué pour les équipes Minus. Bah là, les Halflings défient les statistiques. Ils passent d'une 21e place moyenne à l'issue de la 5e journée à une 17e,5 place moyenne au classement. Donc là, on voit une nette progression. 17,33 points en moyenne de gagner. On a quasiment 2 équipes Halfling en playoff. C'est historique, tout simplement historique. Olivier Dulac y est déjà. Laertis quasiment aussi, c'est quasiment fait. Il manque un point, je pense, pour pouvoir se qualifier, donc ce sera fait. On peut dire 2 équipes Halfling en playoff. Bah, voilà, encore une fois, la première fois de l'histoire de la Lutèce, de ce vénérable et ancien championnat, la première fois de l'histoire, on aura non pas une, mais 2 équipes Minus en playoff. Chapeau, bravo, merveilleux pour les Halflings et j'en suis le premier des plus heureux. Ajoutons à cela des performances à toute épreuve. Au niveau de la popularité, troisième roster le plus populaire du championnat avec 6100 supporters par match. Et surtout, deuxième roster le moins agressé. Personne n'agresse les Halflings. Il y a eu très peu d'agressions faites sur les Halflings. Tout le monde a peur d'agresser les Halflings. Eh bien, faut pas les agresser. Tout simplement, que ça continue comme ça. Et on aura 2 équipes Halflings en playoff. Donc là, encore une fois, historique pour notre champion. Un autre roster qui cartonne encore sur ce deuxième tiers, bien mieux que sur le premier tiers, ce sont les O-Elf. Les O-Elf, incroyable, ce regain de forme. Ils sont à 1,64 points en moyenne par match, alors qu'ils étaient à 1,2 points seulement sur le premier tiers de la saison. Ils passent d'une 32e place moyenne à une 28e place moyenne. Évidemment, l'équipe d'Ankh-Morpork baisse un peu cette stat, mais on voit que on a 3 équipes OELF qui bataillent fermement pour l'accès-site au playoff. On a déjà l'équipe d'Azroak qui est. Il reste Sobek et Nabolo et Nico aussi qui peuvent se qualifier.
Nico, ça va être compliqué. Pour Nabolo et Sobek, ça bataille fermement. On aura probablement 2 à 3 équipes au Elf en playoff. Donc là, on voit encore que c'est un roster qui performe très bien à la Lutèce. C'est la 3e meilleure attaque sur le deuxième tiers de la saison avec 1,6 touchdowns de marqué. Donc le Elf, une facilité à toute épreuve à marquer des touchdowns. Meilleur passeur, évidemment, avec plus de 2,14 passes en moyenne de réaliser. 3e roster le plus riche avec pareil, toujours plus de 70 000 pièces d'or de gagner. Donc là aussi, un roster qui gagne pas mal de sous et donc qui a une facilité pour racheter des joueurs blessés. Donc rien à craindre de ce côté-là de la part des Elf en playoff. Bon, après, au niveau des sorties, c'est plus compliqué, mais c'est pas grave, ça reste de Elf. Ils sont pas très bons, ils sont 3e pire destructeur du championnat et 3e roster le moins sorteur du championnat. Mais c'est anecdotique parce qu'on sait tous que les Elf jouent pas là-dessus. Et surtout, encore une fois, ils ont des facilités de marquer assez grandes qui leur permettent de gagner plein de sous. Et on aura 2 à 3 équipes pour Elf, c'est sûr en playoff cette année. Les Snotling maintenant. Les Snotling, c'est incroyable également. Après un excellent premier tiers de la saison avec 1,9 points en moyenne de marqué par match. C'est un peu plus dur sur le deuxième tiers. Ils sont à 1,4 points de marqué par match par équipe en moyenne sur le deuxième tiers. Il n'empêche que pour un roster minus, pour un roster Snotling en plus, c'est déjà merveilleux. La position reste excellente avec une 19e place moyenne. Ils étaient à la 16e place à l'issue de la J5. Mais quand même, 16,5 points en moyenne de marquer sur la totalité des 10 journées par un roster minus, par un roster Snotling. C'est tout bonnement magnifique. Là aussi, également, on a une équipe Snotling au moins, à savoir celle de Bud Milka, qui peut toujours rêver de se qualifier en playoff, même si on voit que la fin de saison est dure, forcément pour de si petits êtres chétifs, c'est forcément dur de rivaliser avec des rosters pleins de compétences maintenant, des tacles de partout, des châtaignes, c'est plus dur. Il n'empêche que les Snotling réalisent quelque chose de merveilleux sur ces 2 tiers de la saison. Les Snotling restent quand même le 2e meilleur sorteur sur le 2e tiers de la saison et 3e meilleur sorteur au général avec 2,4 sorties par match en moyenne de réaliser. Alors, ça tient beaucoup aux stars qui recrutent, notamment Morgue, évidemment. Il n'empêche que, ils peuvent se le permettre et ils cartonnent les adversaires, peu importe quel qu'ils soient, que ce soit du lourd, du léger, de l'agile, du rapide, ils les cartonnent tous. Donc même si on gagne, on sait aujourd'hui que même si on gagne contre les Snotling, on s'en prend plein la tranche. C'est le 3e roster le plus violent au niveau du facteur de destruction. 3 destructions adverses en moyenne de réaliser. Bah oui, parce qu'aux sorties de Morgue s'ajoutent les agressions de Snotling. Donc forcément, ça augmente les stats. Évidemment, comme c'est des Snotling, une équipe quand même très chétive, ils sont le roster le plus sorti au général, avec 4 sorties subies, 4 blessures subies en moyenne par match. Et le 2e le plus blessé sur cette partie de la saison avec 2,9 sorties. Donc ils se sont pris plus dans la tranche sur le premier tiers que sur le 2e tiers. Mais c'est pas grave, encore une fois, les Snotling c'est pas très grave puisque comme ils sont 16 dans le roster et en moyenne 13 à 14 sur le terrain, c'est pas très très grave pour les Snotling de subir autant. Surtout que leurs coachs peuvent changer rapidement les joueurs. Donc on voit que la forme des Snotling est excellente et probablement on aura une équipe Snotling en playoff si Bud Milka arrive à bien finir sa saison, parce que pour Morrigan c'est déjà peut-être trop tard, mais Bud Milka peut toujours espérer de qualifier ses Snotling en playoff, et ce serait une chose, mais encore une fois, historique, aussi bien que pour les Halflings. Là ce serait chose historique de qualifier des Snotling en playoff de la Lutèce. Alors, rapidement, parmi les unis présentés, puisque c'est peut-être un peu plus facile de performer pour un roster quand il est seul représenté. Naturellement, il faut citer les Elfes Sylvains de Zaiko, toujours aussi impressionnants, avec 2 points en moyenne par match de réaliser, une constance à toute épreuve. Ils trustent le première place du classement. C'est évidemment le roster le
plus prolifique avec plus de 3 touchdowns en moyenne de marqués par match. C'est incroyable, même si on sait que les Elfs ont ont beaucoup de facilité pour marquer. Quand même, 3 touchdowns par match en moyenne, c'est incroyable. Évidemment, c'est le roster le plus riche et le roster le plus expérimenté avec 188 points d'expérience de gagner déjà à l'issue de la 10e journée. C'est tout simplement le record à la Lutèce. Voilà. Donc c'est un roster qui performe de feu de Dieu. Bon, c'est vrai qu'ils s'en prennent plein la tranche sur le deuxième tiers de la saison. Il y a eu pas mal de morts et ça continue sur le troisième tiers. Donc pour les coachs qui voudraient jouer ce roster l'année prochaine, voilà, sachez que vous aurez des facilités à marquer, mais que vous vous en prendrez plein la tronche. Donc, il ne faut pas avoir peur de voir ces joueurs mourir. Et à ce moment-là, si vous êtes prêt à ça, vous pouvez jouer Elf Sylvain. Autre roster, il en reste 2 qui cartonnent aussi sur le deuxième tiers de la saison. Rapidement, parce que, encore une fois, ce sont des rosters unis représentés. Les Slann, belle progression, 1,6 points en moyenne de marqué sur le deuxième tiers de la saison contre 1,2 sur le premier tiers. Aredel arrive quand même, il démontre qu'il sait jouer ses Slann, qui est un bon coach Slann. On ne la lui fait pas à l'envers. Donc il progresse bien. C'est peut-être un peu trop tard pour les playoffs. Quoique, sur un malentendu, il peut toujours se mêler à la course pour l'accès-site à la phase d'élimination directe. Quoi dire sur les Slann ? C'est tout simplement les meilleurs agresseurs sur le deuxième tiers de la saison, avec une moyenne invraisemblable de 1,4 agressions réalisées et réussies en moyenne sur les 5 derniers matchs. Chose pas facile avec des Slann, parce que c'est pas non plus un roster qui est connu pour être un bon cramponneur. Aredel démontre le contraire. C'est aussi le roster le plus populaire en général, avec 7000 supporters par match en moyenne, mais là encore, Aredel ayant investi beaucoup en facteur de popularité en début de saison, il joue là-dessus, et c'est plus facile quand on est uni représenté. Ça reste quand même le roster le moins sorteur en général, avec 0,9 sorties en moyenne par match. Donc là, encore une fois, si vous voulez jouer du lourd l'année prochaine, ne prenez pas Slann, parce que d'année en année, les Slann nous démontrent, même s'ils ont un big guy, c'est pas un roster qui est fait pour faire des sorties. Enfin, je pouvais pas terminer cette revue des rosters au top sur le deuxième tiers sans parler des Gobelins. Là, le propre, il est en train de nous faire quelque chose d'incroyable. Avec ses Gobelins, avec ses Minus, il fait 2 points en moyenne sur le deuxième tiers de la saison par match, alors qu'il était à 0,8 sur le premier tiers. Là aussi, chose incroyable, on sait que les Minus ont plus de mal à performer sur la deuxième partie de saison. Le propre démontre le contraire. C'est la deuxième meilleure défense sur le deuxième tiers de la saison. Ça reste le roster le plus agressif naturellement en Gobelin. C'est aussi le deuxième le moins sorteur à égalité avec l'Union Elfique. C'est aussi le deuxième le plus blessé sur le deuxième tiers de la saison. Et le deuxième le plus blessé au général, avec 2,9 sorties subies par match. Bon, c'est pas grave pour des Gobelins. Il n'empêche que 2 points en moyenne sur le deuxième tiers de la saison et deuxième meilleure défense sur cette partie de la saison, c'est chose incroyable avec des Minus. Même s'ils sont le deuxième roster le moins expérimenté du championnat avec 91 XP seulement de marqué, ce n'est pas très grave parce que le propre cartonne sur cette partie du championnat, et même si les playoffs semblent assez loin pour lui, il démontre que il représente fièrement le peuple vert, et pas Saint-Étienne, l'autre peuple vert, et que voilà, il va jouer les troubles fêtes jusqu'à la fin de la saison, et que pas mal de coachs vont encore se casser les dents sur son équipe. En tout cas, il va broyer pas mal de genoux avec ses Gobs, et naturellement, il est parti pour se mêler activement à la lutte au crampon d'or, qui, encore une fois, je le rappelle, est le deuxième titre le plus important de notre fier championnat, à savoir celui du meilleur agresseur, tout ça. Bien, parlons maintenant des rosters à leur place. Il y en a quelques-uns qui nous étonnent pas plus que ça, qui confirment leur bonne forme et qui finalement nous démontrent que jouer ces rosters est assez efficace à la Lutèce, qu'on ne va pas faire des merveilles avec ces rosters, mais que c'est des rosters solides qui luttent toujours chaque année activement pour se qualifier aux playoffs. Naturellement, les premiers, comme toujours, dans cette revue, ce sont les nains, toujours aussi solides, toujours accrochés au bon wagon des playoffs.
Même si sur le deuxième tiers, ils connaissent une baisse de forme avec 1,5 points en moyenne de marqués par match, alors qu'ils étaient à 1,9 sur le premier tiers, c'est pas très grave. Ils sont à une 17e place moyenne, ils étaient à une 15e place moyenne sur le premier tiers. Donc vous voyez, c'est un roster. Les deux équipes luttent vraiment, vraiment efficacement pour se mêler à la course au playoff. Euh, Rien à dire sur ce roster, sinon que voilà, qui sont un roster solide et surtout un roster excellent en défense avec tout simplement la meilleure défense au classement général avec 0,7 touchdowns d'encaissés seulement par match depuis le début de la saison et surtout très violent. Meilleur sorteur sur le deuxième tiers, 2,6 sorties en moyenne par match. Deuxième meilleur sorteur en général derrière les morts vivants, 3,15 sorties. Encore une fois, les morts vivants sont tout seuls, unireprésentés, et les nains sont deux, donc c'est un peu plus difficile. Il n'empêche qu'ils font plus de 3 sorties par match depuis le début de la saison. Deuxième roster le plus violent en termes de facteurs de destruction au général, avec 3,25 sorties ou destructions adverses réalisées par match. Et c'est aussi le roster le plus résistant sur le deuxième tiers et le deuxième le plus résistant au général avec seulement 1,25 sorties de subi par match. Ils sont juste derrière les orques tout simplement. Donc on voit que c'est un roster solide, un roster très bon en défense, un roster très bon dans les coups portés et qui se débrouille très 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 bien au classement général, qui lutte pour les playoffs. Comme chaque année, en fait, j'ai envie de dire, n'importe quel connard on peut les qualifier en playoff, on est d'accord? On est d'accord, hein? Hein, Mamar, c'est ça? Oui, bah, cette année, les gars, Bozo et Imperator Day le démontrent. Je dis pas que c'est des connards, je dis juste qu'ils démontrent que l'adage lutétien est bien respecté cette année. Autre roster toujours aussi bien placé et qui confirme sa bonne forme, ce sont les Orcs. C'est toujours du solide. 1,48 points de marqué sur le deuxième tiers, soit autant que sur le premier tiers. Voilà, les Orcs ne nous étonnent pas. On sait que c'est un roster solide. Il fait pas d'étincelles, il fait pas de merveilles, mais il est toujours là, toujours solide, qui se mêle toujours à la course au playoff. Là, sur les 5 équipes, on en a au moins deux, voire trois qui vont se mêler efficacement à la lutte au playoff. Donc il y aura au moins deux rosters orc. Allez, un, Yaouch y est presque, Chouf lutte efficacement. Bon, pour l'équipe de Gongon, c'est plus dur forcément compte tenu des circonstances. Épagnol, ça va être très dur. Et naturellement, Pixman qui y est déjà. Donc, vous voyez, on a deux, voire trois équipes orques qui vont se qualifier en playoff. Donc, toujours la même constance. Ça reste la troisième meilleure défense en général, avec moins de 1 touchdown d'encaissé par match. Évidemment, c'est le roster le plus résistant en général, avec seulement 1,14 sorties de subi par match depuis le début de la saison. Et c'est aussi le roster le moins agressé. Donc si vous ne voulez pas vous faire taper, si vous ne voulez pas vous faire agresser, si vous avez peur de perdre vos joueurs l'année prochaine, jouez Orc. C'est du solide, c'est du costaud. Vous ne ferez pas d'étincelles, mais vous serez toujours bien placé au général et vous mêlerez à la lutte au titre et vous casserez quelques dents adverses. Donc c'est un très bon roster, en tout cas la lutte escape, c'est sûr. Alors enfin, autre roster nouveau à la Lutèce, puisque l'année dernière il n'était pas joué, ben c'est les démons de corne. Les démons de corne démontrent que c'est un roster efficace. Alors vous allez me dire, oui, c'est joué par des vétérans, Funny Valentine, Hoon d'un côté et le champion en titre Garden de l'autre. Il n'empêche que pour un roster nouveau, il se débrouille parfaitement bien. 1,4 points de marqué en moyenne sur le deuxième tiers, soit une moyenne identique à celle du premier tiers. C'est presque 1,5 points en moyenne. C'est une très bonne moyenne. C'est une moyenne de playoffable. On est à une 27e place moyenne au classement général contre une 26e à l'issue de la 5e journée. Donc vous voyez toujours une constance au classement général. Forcément, Foon, donc Fony et Hoon se débrouillent un peu mieux que Garden, mais Garden remonte comme un fou furieux au classement. À part cela, le roster se démarque vraiment pas dans les statistiques.
Ils sont placés nulle part dans les stats principales. C'est pas des excellents sorteurs, c'est pas les meilleurs défenseurs, c'est pas le roster le plus résistant, mais ils sont là, ils sont à une très bonne place. On aura au moins une équipe des Démons de Corne en playoff, voire deux si Garden continue sur cette lancée-là. Donc ça, il démontre que c'est un roster efficace. Encore une fois, peut-être que la stat est faussée par le fait que le roster est joué par des super vétérans du championnat. Mais, il n'empêche que voilà, les démons de corne sont efficaces, sans faire d'étincelles, sont efficaces sur les 10 journées jouées de la Lutèce. Parlons maintenant des rosters qui peuvent mieux faire, bien mieux faire, qui déçoivent un petit peu. Les nécromantiques, naturellement, en premier lieu. On connaissait les nécromantiques en meilleure forme à la LUDES. C'était toujours été un roster ultra efficace. Là, ils ont beaucoup de mal. Ils sont à une 31e place moyenne seulement. Ils étaient quasiment à la même place, à la 31e également place à l'issue de la 5e journée. 12,75 points de marqués en moyenne seulement par les 4 équipes jouées. C'est vraiment trop bas. C'est vraiment trop peu. C'est faible comme moyenne pour un roster qui était mieux, quand même mieux, on le connaissait mieux au championnat. 1,3 points de marqués par match seulement. C'est guère mieux que sur le premier tiers, c'était 1,25. Vous voyez, c'est quasiment la même moyenne. Et en réalité, les nécromantiques vont qualifier une équipe en playoff. SSB qui se démerde, mais pour les autres, c'est vraiment très dur. Le liquide, Melfios, n'en parlons pas. Magus, il a du mal, on ne sait pas s'il va accrocher le bon wagon. Et c'est un roster qui se distingue en rien de bien spécial dans les stats générales. On les voit nulle part, ni dans les bonnes stats, ni dans les mauvaises stats. Si ce n'est que, au niveau de l'XP, c'est très dur pour eux. Ils sont à seulement 108 points d'expérience en moyenne de gagner depuis le début de saison. C'est beaucoup moins que la moyenne qui est à 116,46 points par équipe. Donc vraiment un roster qui a du mal, la locomotive s'est pas mise en route. C'est poussif, ça marque pas beaucoup de points d'expérience, ça marque pas beaucoup de points, ça marque pas beaucoup de touchdowns, ça encaisse pas énormément non plus, mais ils se distinguent en rien de bien particulier, sinon qu'ils sont pas suffisamment haut au classement pour un roster, encore une fois, je répète, qu'on essaie bien plus efficace à la Lutèce par les saisons passées. Autre roster qui a énormément du mal depuis le début de la saison et surtout sur le deuxième tiers, ce sont les nains du chaos. Les nains du chaos, le deuxième tiers a été horrible. Horrible, c'est juste grotesque. Ils sont à 1,2 points de marqués en moyenne contre 1,6 en moyenne sur le premier tiers. Ils tombent de la 25e place moyenne à une 29e place moyenne. C'est le deuxième roster le moins prolifique sur le deuxième tiers de la saison avec 0,5 touchdown de marqué par équipe en moyenne par match. Donc à peine un demi touchdown de marqué. Donc un touchdown tous les 2 matchs en réalité, hein, si on réfléchit bien. C'est ridicule, alors que c'est un roster quand même qui, avec les Centaures Taureaux, a quelques facilités de marquer, encore en tout cas plus de facilité à marquer que leurs cousins nains. C'est aussi le deuxième roster le moins expérimenté sur le deuxième tiers de la saison avec 8,9 XP par match en moyenne de marqué. 9 XP, c'est vraiment minable. Ça veut dire qu'ils ne marquent pas de touchdown, ils sortent très peu de joueurs adverses. Très très dur, une deuxième partie de saison très très dure, et il se peut qu'on voit aucun nain du chaos, ce qui serait incroyable, qu'on n'en voit aucun des nains du chaos en playoff. C'est quasiment du jamais vu. À chaque année que le roster a été pris, il y avait au moins une équipe nain du chaos, puisqu'on connaît leur efficacité à la Lutèce, qui était en playoff. Cette année, on risque de voir 0 nain du chaos au playoff. Comme quoi, les nains du chaos ont bien plus de mal que leurs cousins nains, et comme quoi le jeu agressif, le jeu violent, le jeu porté essentiellement sur la violence, cette année, la Lutèce, ça marche pas. Ça marche pas, il va falloir que, en tout cas, les nains du chaos remettent le bleu de chauffe sur le 3e tiers si une des deux équipes veut se qualifier en playoff. Mais c'est quasiment, les carottes sont quasiment cuites pour les nains chaotiques. Autre roster pour qui c'est très dur, mais ça on l'avait prévu. On l'avait prévu dès le départ. Pour une fois, je ne me suis pas trompé. Dès le départ, on l'a prévu. Ce sont les humains.
J'avais dit que ça allait être compliqué, et oui, c'est compliqué pour ce roster. 1,1 point en moyenne de marqué sur le deuxième tiers. Ils étaient à 1,2, donc quasiment pareil sur le premier tiers de la saison. C'est vraiment pas fameux pour un roster qui est quand même assez efficace à la vitesse habituellement. 33e place moyenne à la fin de la 10e journée, contre une 30e place moyenne à la fin de la 5e journée. 11,5 points en moyenne de marqué, donc on voit vraiment une chute dans la forme de ce roster. Un roster pourtant qui gagne en efficacité normalement plus la saison avance, puisque à partir du moment où le blitzer humain gagne de l'expérience et des compétences, le roster va mieux. Ça ne se vérifie pas cette année. J'ai dit que ça allait être dur pour eux. Salé. Salé, oui, l'addition est salée aussi. Quoi qu'il en soit, pareil, les humains se démarquent en rien ni sur le deuxième tiers de la saison, ni depuis le début de la saison. Si ce n'est que bon, allez, on va dire le troisième roster le plus agressif, celui qui fait le plus d'agression, mais c'est aussi le troisième roster le plus agressé au général. Donc ils agressent presque autant qu'ils agressés. Vous voyez, c'est vraiment une saison mi-figue, mi-raisin. Il n'y a vraiment rien à retenir pour les humains. Même Pedro et Larraine ont du mal avec ce roster. Il se peut qu'on n'en voit aucun des humains cette année en playoff. Parce que il y a Manu aussi qui essaye de lutter, mais il est vraiment sur un courant alternatif. Il gagne, il perd, il gagne, il se prend des branlées. Pedro et Larraine, c'est pareil. Mamed, bon, il est au fond du trou. Et Kel Flint, il a autre chose à penser qu'à la Lutèce peut-être sur la fin de saison. Donc vraiment un roster probablement qu'on ne verra pas en playoff. Donc c'est dur pour eux. Autre roster pour qui c'est dur, mais ça, pareil, on le sait, on le connaît maintenant, c'est les Orques Noirs. On sait que les Orques Noirs débutent super bien les saisons à la Lutèce et puis s'effondrent derrière une fois que l'impact physique et la force physique des Orques ne fait plus son effet, parce que les équipes ont des compétences pour lutter efficacement contre la force brute des Orques Noirs. Et bien cette année, c'est même pas ça. Cette année, depuis le départ, c'était dur. C'était mauvais dès le départ. 1,1 point en moyenne de marqué sur le premier tiers. Ils sont à 0,9 points sur le deuxième tiers. Une 41e place moyenne à l'issue de la 10e journée, alors qu'ils étaient en moyenne 36e au général. Donc encore une fois, une grosse baisse de forme sur le deuxième tiers de la saison. Et en termes de stats, par contre, ça va, ils se débrouillent bien. C'est le deuxième roster le plus sorteur sur le deuxième tiers, avec 2,4 sorties réalisées par match. Troisième roster le plus agressif également sur ce deuxième tiers, avec 0,6 agressions réalisées par match. Troisième roster le moins agressé aussi au général. Et c'est surtout le roster le plus violent sur le deuxième tiers de la saison, avec 3 destructions adverses par match. Donc on voit que voilà, les Orques Noirs se démarquent surtout dans l'impact physique, que ce soit en termes de sortie avec les Orques Noirs ou que ce soit en termes d'agression avec les Gobelins. Ils misent tout là-dessus, ils misent tout simplement tout là-dessus. Donc peut-être qu'ils jouent le titre de Bachelor, mais ça va s'arrêter là, parce que évidemment on verra aucune équipe Orques Noirs en playoff cette année, et surtout on risque de les voir très bas dans le classement, et probablement même en chocolate. On ne voit pas comment ils pourront s'en sortir face à des équipes maintenant qui sont bien plus pourvues en armes défensives contre ce roster. Donc vraiment, si vous voulez jouer l'année prochaine Orques Noirs à la Lutèce, ne vous attendez pas à faire des merveilles. Oui, si vous voulez jouer le prix du Crampon d'Or ou le Bachelor, vous pouvez jouer Orques Noirs, mais ça s'arrête là. Alors voyons maintenant le drame. Les rosters pour qui c'est un drame catastrophique, cataclysmique. Les premiers parmi eux, c'est les vampires. Ce sont encore ceux qui s'en sortent le mieux dans la catégorie des cancres, honnêtement. Ils améliorent leur rendement. Ils sont à 1 point en moyenne sur le deuxième tiers. Ils étaient à 0,7 points en moyenne sur le premier tiers. Donc c'est un petit peu mieux. Il passe d'une 46e place moyenne à une 44e place moyenne au classement, mais c'est seulement 8,5 points en moyenne de marqués depuis le début de la saison par les deux équipes vampires, donc c'est vraiment pas fameux. On sait que c'est un roster difficile à jouer, encore plus à la Lutèce, c'est évident. Il le démontre cette année, même s'il est joué par des coachs vétérans. Dans les stats, c'est vraiment la débandade. C'est le 3e pire marqueur au général.
0,7 touchdowns en moyenne de réaliser seulement depuis le début de la saison. Le deuxième le moins de sorteurs sur le deuxième tiers, avec une sortie en moyenne par match. C'est le deuxième roster le moins violent en termes de destruction adverse depuis le début de la saison, avec 1,55 sorties réalisées seulement par match. C'est pas fameux, c'est vraiment pas fameux. Et en termes de popularité, c'est la débandade aussi. Roster le moins populaire en général, avec 3350 supporters par match seulement. Premier roster le moins riche au général, 46 750 pièces d'or seulement par match. C'est quasiment 2 fois moins que par exemple les elfes sylvains. Donc vraiment, si vous voulez jouer vampire, attendez-vous à avoir des saisons difficiles, en tout cas à des saisons sans supporters et sans argent. Heureusement que les esclaves coûtent pas cher. Enfin, pareil, en termes d'expérience, c'est le roster le moins expérimenté au général. 89 XP seulement en moyenne pour les deux équipes depuis le début de la saison. Voilà, c'est pareil, c'est la moitié. C'est moins de la moitié de ce qu'ont fait les elfes sylvains, par exemple. Donc, pareil, si vous jouez Vampire l'année prochaine, ne vous attendez pas à faire des merveilles, parce qu'encore une fois, même s'il est joué cette année par des coachs expérimentés, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parlons maintenant de l'Alliance du Vu-Monde. Alors l'Alliance du Vu-Monde, malheureusement, c'est dur. C'est dur, c'est un roster compliqué à jouer, évidemment. Encore une fois, cette année, il est uni-représenté. Donc à partir du moment où pour moi, Big Burger, ça va pas top, pour le roster, ça ira pas mieux. Il fait quand même mieux, il fait 0,8 points en moyenne sur le deuxième tiers, il était à 0,2 sur le premier tiers, donc ça va quand même beaucoup mieux. Il a gagné un match. Mais en réalité, il reste au fond du trou, 55e place. C'est la pire attaque, 0,4 touchdown de marqué. Et la pire défense du championnat, 1,8 touchdown d'encaissé par match. C'est dur de faire pire que ça. Hein. Pire défense et pire attaque, tout simplement. Bon, il s'en sort avec les sorties, hein, avec son nom barbe à crème. Il joue le Bachelor, même si là aussi il est débordé par les autres équipes. Voilà, donc c'est vraiment une saison à oublier pour moi, Big Burger, et pour le roster de l'Alliance. Je sais pas, moi c'est un roster que j'adore, donc je sais pas s'il sera joué l'année prochaine ou pas. J'espère qu'il sera joué, honnêtement, je l'espère grandement, je sais pas. Mais oui, c'est dur de jouer ce roster à la Lutèce, et c'est quelqu'un qui l'a joué l'année dernière qui vous le dit. C'est compliqué. Autre roster pour qui c'est dur, alors même que finalement il s'est merveilleusement sorti l'année dernière après un démarrage compliqué puisqu'il a fait la finale, ce sont les nobles impériaux. Les nobles impériaux, je le dis et le répète à chaque vidéo, c'est un diesel, c'est une locomotive qui a du mal à démarrer, mais une fois qu'il est lancé, ça va beaucoup mieux pour lui. Cette année, cette saison, le diesel a tout simplement pas démarré. Il a calé, moteur noyé, mais là, bien noyé, hein, au fond de la Seine, hein, ou du canal de l'Ourcq, comme vous voulez. Mais là c'est difficile de faire pire. C'est 0,7 points en moyenne de marqués sur le deuxième tiers de la saison. Ils étaient à 0,9 points sur le premier tiers. Du coup, ils passent d'une 39e place moyenne au classement à une 46e place moyenne. Les nobles impériaux, c'est vraiment la débandade. C'est dur de faire pire que ça. Ils perdent 7 places au classement en moyenne au général. Ça reste le roster 3e pire marqueur au général avec moins de 1 touchdown de marqué par match. La 2e pire défense sur le deuxième tiers avec 1,7 touchdown d'encaissé. Le 3e roster le plus blessé de la saison avec 3,1 sorties subies. Elle est où la résistance et la défense noble impériale? On ne les reconnaît plus cette année. Vraiment, c'est très dur pour les nobles impériaux. Ils n'existent tout simplement pas. Ils existent tout simplement pas cette année au classement ni dans les stats. Sinon, qu'ils se démarquent vraiment par les côtés négatifs. Si vous choisissez la noblesse l'année prochaine, attendez-vous à une saison difficile quand même. Sauf si vous vous appelez Ashram et que vous avez du pot au jet de dés pendant les playoffs. Hein. Ashram. Et je dis pas ça parce que tu m'as battu à la 13e journée. Alors là, parlons d'un autre roster, et je m'étonne, mais énormément. Est-ce que c'est les coachs qui jouent mal ce roster? Ils ont du mal à s'adapter, je ne sais pas. Mais les Nordiques vraiment détonnent par leur mauvaise forme. 0,7 points par match de marqué sur le deuxième tiers de la saison, contre 0,9 sur le premier tiers. Donc là, ils sont sur une constance négative égale à celle des nobles impériaux.
Il passe d'une 39e place moyenne à une 47e place moyenne. C'est encore pire que les nobles, en fait. Hein. 8 points en moyenne par équipe de gagner sur les 10 journées jouées. 8 points seulement. C'est un roster d'habitude qui est ultra efficace à la Lutèce. Il y a toujours une ou deux équipes qui trustent les places playoffables. Cette année, évidemment, on n'en aura aucune en playoff. Ça reste le deuxième pire marqueur en général avec 0,65 touchdowns de marqué. Presque un touchdown tous les 2 matchs seulement. C'est ridicule aussi pour un roster, comme je disais, efficace. C'est la troisième pire défense sur le deuxième tiers avec 1,6 touchdowns d'encaissés. Là aussi, c'était un roster plutôt efficace en défense. Cette année, les Norks, ils ne sont pas du tout. Et ça reste quand même, avec leurs faibles armures, le deuxième roster le plus agressé au général, avec une agression tous les 2 matchs, 0,5 agressions subies. Forcément, les petites jupettes ou les petits shorts moulants des Nordiques, ça aiguise les appétits. Et les adversaires leur marchent dessus. Alors maintenant, parlant parmi les multi représentés, parlant du roster pour qui c'est catastrophique, c'est pire que tout. Même si on est loin de la performance de l'année dernière, c'est vraiment nul, tout simplement. C'est l'Union Elfique, le roster que je joue, c'est toujours aussi mauvais. 0,7 points en moyenne de marqué sur le deuxième tiers. Donc c'est vraiment une constance dans le négatif, puisque c'est le même score que sur le premier tiers. 47e place moyenne contre une 44e place moyenne sur le premier tiers. C'est ridicule, c'est nul, il est dur à jouer ce roster. Troisième plus mauvaise défense sur le deuxième tiers. Deuxième plus mauvaise défense en général avec 1,65 touchdowns d'encaissés. On était à 1,9 par match l'année dernière, donc ça reste quand même mieux que l'année dernière. Certes, c'est presque 2 passes en moyenne par match, mais en réalité, on s'en fout des passes. Ça sert à quoi de faire des passes si on se prend presque 2 touchdowns en moyenne par match. Donc c'est vraiment pas bon. En termes de sorties, c'est également le roster, parmi les rosters les moins sorteurs, deuxième pire sorteur en général, avec 0,7 sorties réalisées par match. C'est le troisième roster le plus blessé au général. On sait, avec leurs faibles armures, ils s'en prennent plein la gueule tout au long de la saison. 2,85 sorties subies par match. Il n'y a que les Minus qui font pire. Même si l'année dernière, c'était bien pire que ça. C'était 3,4 sorties subies par match. Donc ils étaient à presque 3,5 sorties subies par match en moyenne. Là, on fait quand même mieux. 2,85, ça reste très mauvais, mais c'est quand même mieux que l'année dernière. Comme quoi, l'année dernière, c'était vraiment stratosphérique en termes de mauvais résultats. C'est le roster le moins violent en général. Loin derrière les Minus. 1,15 sorties réalisées seulement par match depuis le début de la saison. Et c'est le troisième roster le moins populaire depuis le début de la saison, à égalité avec les Gobs, avec 3800 supporters par match. Oui, les supporters ne veulent pas venir voir une équipe qui a de si piètres résultats. Donc, si je devais analyser ce roster, je dirais c'est pas un roster pour jouer à la Lutèce. Ou alors on le joue mal, ce qui est fort possible, mais j'ai tout essayé. Certes, j'ai pas encore essayé la grande star, à savoir Eldril dans ce roster. Peut-être qu'avec Eldril, ça va beaucoup mieux. Là, je ne l'ai pas joué. Je vais peut-être l'essayer sur la fin de saison. Quoi qu'il en soit, sans lui, sans son regard hypnotique, ils peuvent rien faire, les elfes de l'Union. Je dirais que c'est un roster de tournoi, effectivement. En tournoi, ils se débrouillent plutôt pas mal avec cette star-là. Ou alors, il faut le jouer différemment, il faut le jouer en agression, de façon agressive. Je crois qu'une année, Pink Charlie a réussi à les qualifier en playoff, mais ça s'est arrêté là. On a eu une seule fois les elfes pro en playoff, et Pink l'avait joué de cette manière-là, à savoir agression. Là, ça avait marché. J'attends les grands champions. Je les attends. J'aimerais bien voir ce qu'ils feront avec ce roster. Peut-être l'année prochaine. Qui sait? Peut-être l'année prochaine. J'aimerais bien voir un Azroag ou un Ashram ou même Marteau jouer Unicap, jouer les elfes de l'Union pour voir ce que ça peut donner. C'est pas un défi que je lance. On va voir qui a les cojones pour les jouer.
Terminons là cette revue des rosters. On est déjà à 50 minutes de vidéo presque. Terminons là cette revue des rosters pour parler de la débâcle chez les unis représentés. Bah, c'est le chaos. Les deux rosters chaotiques qui restent, à savoir les élus du chaos et les renégats du chaos, c'est catastrophique. Surtout pour les élus du chaos. C'est vraiment là des dégringoladas pour les chaotiques. 2 points en moyenne de marqués sur le premier tiers de la saison, 0,6 en moyenne sur le deuxième tiers. Une victoire, 4 défaites pour Gobbs et ses élus du chaos. Il passe de la 13e place au classement général à l'issue de la 5e journée à la 34e place. C'est 21 places de perdu sur les 5 derniers matchs. 21 places, c'est vraiment la débâcle. C'est les plus mauvais marqueurs sur le deuxième tiers avec 0,4 touchdown de marqué. C'est le roster le plus agressé avec 1,2 agressions subies par match sur le deuxième tiers. Tout le monde déteste le chaos ou quoi? C'est pas possible. On leur marche dessus tout simplement. Ou alors ils ont rencontré plein de minus, j'en sais rien. Non, c'est même pas ça. Mais ouais, ils se font marcher dessus. C'est le troisième roster le moins populaire au général, 3600 supporters seulement. Le deuxième le moins riche sur le deuxième tiers. Le troisième le moins riche au général avec 51 000 pièces d'or de gagner seulement par match depuis le début de la saison. Enfin, et c'est ça le pire, c'est de très loin le roster le moins expérimenté sur le deuxième tiers de la saison, avec 36 XP seulement de marqués sur les 5 matchs joués. C'est à peine 7,2 XP par match. C'est tout simplement ridicule. C'est un JPV et un touchdown, ou un JPV, deux sorties, et c'est tout. Ça s'arrête là par match. Donc c'est vraiment la débâcle pour les élus. Comme quand je dis toujours, une saison avec une équipe de chaos à la Lutèce, c'est chaotique. Gobbs le démontre merveilleusement. 13e à l'issue de la 5e journée. Il est 34e maintenant. Donc vraiment, c'est la descente aux enfers pour les élus. Et c'est toujours aussi nul également pour leur cousin renégat du chaos. Toujours aussi mal en point. La forme chute drastiquement. 0,4 points de marqué en moyenne sur le deuxième tiers contre 0,8 sur le premier tiers. Ils passent à la 50e place. Ils étaient 41e à l'issue de la 5e journée. Très mauvais marqueur avec 0,7 touchdowns seulement. C'est le troisième roster le plus mauvais marqueur. Troisième plus mauvaise défense au général avec 1,6 touchdowns encaissés par match. Enfin, le troisième roster le moins expérimenté au général avec 92 XP seulement de gagner depuis le début de la saison. Voilà, une saison très compliquée, également chaotique pour les renégats du chaos. Et surtout, Yetizix n'a toujours pas gagné le moindre match. Toujours 0 victoire. Donc, est-ce qu'il finira la saison avec 0 victoire? Mais là, ça commence à sentir le roussi et ça commence à sentir la cuillère de bois pour Yeti et ses renégats. Il n'est même pas très bien placé en termes de sortie. Il n'est même pas parmi les bachelors, alors même qu'il a 3 big guys dans son équipe. C'est dur pour jouer les renégats du chaos. Ma Big Burger l'a démontré l'année dernière également que les renégats du chaos, c'est pas véritablement un roster fait pour la Lutèce. Oui, les big guys ont besoin de plus de matchs pour bien progresser et avoir plein d'XP et plein de compétences. Bien, écoutez, voilà la revue de la forme et de la méforme des rosters. On va passer à la suite, à savoir le prix du meilleur chasseur. Allez, le prix du meilleur chasseur, tout le monde attend ça avec impatience. Et voilà, qui sont les meilleurs chasseurs du championnat? Qui sont ceux qui ont détruit le plus d'adversaires ou qui ont détruit les adversaires les plus rentables, les plus belles proies, qui ont chassé les plus belles proies du championnat? On va voir ça tout de suite. Sachez que à la fin de la 10e journée, il y a 53 compétiteurs engagés sur les 56. Il manque moi-même, qui n'a toujours pas blessé le moindre joueur. Bossk et Crouch, en tout cas blessé gravement le moindre joueur. Bossk et Crouch également, même si aujourd'hui on le sait, aussi bien Bossk que Crouch, ça y est, ils ont chassé leurs premiers adversaires. Moi, toujours pas. Hein. Je laisse ça aux autres. C'est moi qui organise. Je ne me mêle pas à la compétition. Un organisateur ne se mêle pas à une compétition qu'il crée lui-même. Ça ne sert à rien, c'est ridicule. Quoi qu'il en soit, sur le deuxième tiers de la saison, on a 4 390 000 points de joueurs adverses détruits. C'est un peu mieux que sur le premier tiers de la saison. On était à 4 35 000 pièces d'or de joueurs détruits. Forcément, la différence
est dû également au fait que certains coachs ont viré des joueurs blessés en début de saison. Ils les ont virés que sur le deuxième tiers de la saison. Forcément, il y a une petite différence à ce niveau-là. Donc, vous voyez, on a détruit, on va dire, presque autant de joueurs ou un petit peu plus de joueurs sur le deuxième tiers que sur le premier tiers. On est très constant dans la destruction. On aime ça, quoi qu'il en soit. Vous avez bien compris, ça fait 8 millions de pièces d'or de joueurs détruits. 8 équipes, tout simplement 8 équipes sur les 56 qui sont déjà éliminées ad vitam aeternam sur la saison de la Lutèce, c'est pas mal. On est quand même des gros destructeurs, on est des gros bourrins à la Lutèce. Hein. Ça fait 136 joueurs au total d'éliminés. 136 joueurs sur les 56 équipes engagées. On est à 67 joueurs détruits sur le deuxième tiers contre 69 sur le premier tiers. Donc vous voyez, on a détruit plus de joueurs sur le premier tiers, mais sur le deuxième tiers, on a détruit des joueurs plus coûteux, certainement plus coûteux. Donc la différence est là en fait. Il y a 4 coachs non concernés par des victimes dans leur rang. On retrouve 3 orques là-dedans, Epagnol, Chouf et Yaouch, qui n'ont pas perdu de joueurs dans le prix du meilleur chasseur. Alors certes, ils ont mis à la retraite des joueurs légèrement blessés, du joueur qui a subi des blessures persistantes, mais ça s'arrête là. À partir de la 11e journée, ils ont déjà perdu quelques joueurs, mais jusqu'à la 10e journée, en tout cas, il y avait ces 3 coachs orques qui n'ont pas perdu le moindre joueur avec des réductions de caractéristiques ou morts, tout simplement. Et ils sont accompagnés d'un nécro, Magus, qui est dans le même cas, qui n'a pas perdu un joueur depuis le début de la saison, qui serait concerné par des réductions de caractéristiques ou par une mort prématurée, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez, encore une fois, si vous voulez jouer un roster qui perd pas ses joueurs, ou en tout cas dont les joueurs sont pas très blessés, vous voyez bien, jouez orc, c'est solide. Alors au classement général, je vais vous le donner là, il va défiler là ou là, j'en sais rien. On va faire défiler les 53 compétiteurs engagés avec le nombre de points. Mais voyons les 10 premiers. À la première place, évidemment, Epagnol. À l'issue de la 10e journée, il est à 600 000 points de joueurs adverses détruits. Il est parti pour battre le record de 690 000 points de Hoon de l'année dernière. Bravo Epagnol. Encore une fois, il a perdu aucun joueur dans cette compétition et il en a éliminé pour 600 000. Encore une fois, jouez orc. Vous voulez performer au prix du meilleur choisseur? Jouez orc. Donc bravo Epagnol. Surtout que le deuxième au classement général, à savoir Baba Yara, est déjà loin derrière. Il a déjà lâché 485 000 pièces d'or de joueurs détruits. Il est déjà à plus de 100 000 points d'Epagnol. Troisième place pour Bud Milka, 465, donc il accroche le wagon de la deuxième place. Ça va se batailler pour la deuxième place, voire la première, parce que Bud Milka avec Morg, il peut toujours sortir un gros joueur adverse et gagner plein de sous, gagner plein de points. Donc Epagnol, il faut qu'il fasse attention à Bud qui arrive comme une flèche. Quatrième place pour Yeti Six, il était longtemps premier, mais à cause d'une saison très dure, il tombe même dans ce classement-là. 410 000 points seulement de joueurs détruits adverses depuis le début de la saison. C'est pas énorme pour des renégats du chaos. Autre coach qui se débrouille bien, Doug Grotznik, 345 000 points de joueurs adverses détruits. Bravo. Les Norsk, oui, avec un Yeti qui cartonne, des Ulverner qui marche bien, on voit que les Norsk peuvent sortir du joueur adverse et les blesser. Dritz également, alors c'est une surprise, mais bon, on sait que les Saurus et le Croxy, ça tape fort aussi. 310 000 points de joueurs adverses détruits. Dritz cible les joueurs. Lui c'est un sniper. Et il arrive, il te prend le joueur, il te cible le joueur le plus rentable de ton équipe et il le dégomme. C'est là qu'on voit les grands champions, les vétérans de la Lutèce. Ils savent tout de suite attraper leur proie. Et Dritz le fait cette année. C'est véritablement un sniper. Il sort pas énormément de joueurs, mais il cible les gros joueurs adverses et il est efficace là-dedans. Belle surprise, le liquide avec ses nécros, 290 000 points. Bravo à lui aussi. Lui, c'est pareil, il n'a pas sorti beaucoup de joueurs, mais il a sorti du gros joueur adverse aussi. Ensuite viennent Unefoni Valentine, 250 000 points. Les gros corneux qui tapent, évidemment, ça fait des dégâts. Tous les frénétiques et les châtaignes qui arrivent, ça fait du dégât dans les rangs adverses et ça fait des points pour Unefoni. Mais là, vous voyez, ils sont quand même largués au général par rapport au premier.
Ensuite vient Bozo avec ses nains, 245 000 points. Bah ouais, c'est pareil, les nains ça tape. Et à partir du moment où ça commence à choper des châtaignes, bah ça détruit du joueur adverse. Enfin, 10e au classement, belle surprise, Akhtar, 240 000 points. Là c'est pareil, Akhtar c'est un gros vétéran lutétien, un gros vicieux. Il sait où taper, il sait faire mal aux adversaires, il snipe bien les joueurs adverses. Et il est dans le top 10. Bravo Akhtar également, même si la saison est très dure pour lui. Il est dans le top 10, donc toujours en lice, même s'il est, il est largement derrière Epargnol, mais toujours en lice pour essayer de se maintenir dans ce top 10. Donc chapeau, au moins ça pour Akhtar sur une saison très compliquée. Alors parlons maintenant des victimes, les joueurs eux-mêmes. Qui sont les belles victimes? Évidemment, le coach qui en a pris le plus dans la tronche, bah, c'est moi-même. C'est moi-même à cause d'une troisième journée catastrophique où j'ai perdu 3 joueurs compés. Je suis à 390 000 pièces d'or de joueurs perdus déjà. Et je crois que à partir de la 11e journée, ça s'empire encore. Donc, à mon avis, la plus belle victime du championnat, ce sera moi. En tout cas, à l'issue du deuxième tiers de la saison, c'est toujours moi, 390 000 points. Derrière vient Aredel en deuxième place, 340 000 points de joueurs déjà détruits. Pareil, un roster peu solide comme les Slan, qui joue risqué, qui joue greedy parce qu'ils sautent dans la cage, ça fait des joueurs de perdus. 340 000 points. Troisième place pour Nicap, Elfe Noir. Alors ça, c'est dû à deux choses. Déjà, effectivement, les Elfes Noirs, ça a des armures un peu plus solides que l'Union Elfique ou que les Slans, mais c'est pas non plus la résistance des nains. Et deuxièmement, c'est Nicap. Et Nicap, on aime bien le détruire. Hein. Donc, troisième place pour Nicap, 320 000 pièces de joueurs de détruits. Aussi le fait que les elfes noirs, ça coûte cher. Hein. Donc, à partir du moment où on perd un lineman elfe noir, c'est 70 000 points direct. Quatrième place pour un autre elfe, cette fois-ci haut, c'est Sobek, 310 000 points, donc il est juste derrière Nicap. Cinquième place, alors là, c'est chose très étonnante. Bienvenue au Rookie Imperator Day. Cinquième place avec 280 000 pièces de joueurs déjà détruits. 4 linemen nains de mort en 10 journées. Bravo. Bienvenue à la Lutèce Imperator. Hein, chapeau. J'espère que t'apprécies. Enfin, autre surprise, Gobs. C'est encore une fois avec les élus du chaos, c'est le roster le plus agressé. Ceci explique cela. 270 000 pièces de joueurs détruits, sachant que Gobs est le premier coach qui a perdu un big guy cette année au prix du meilleur chasseur. Son Minotaur défoncé par Epagnol. Donc ça fait 270 000 points déjà de perdus. Mais bon, je suis bien loin devant et le troisième tiers, est encore plus drastique pour moi. Parlons maintenant des plus beaux trophées, qui sont les joueurs sur le terrain qui ont rapporté le plus de points. Je le disais à l'instant, Milkar, le Minotaur de Gobs, à lui seul rapporte 170 000 points à Epagnol. En plus, c'était un Minotaur compé, hein, donc 170 000 points directement pour Epagnol, forcément. Il progresse d'autant au classement général. Ensuite viennent mes deux blitzers compés avec une compétence. Ça fait 135 000 points chacun. Donc ça fait 270 000 points rien qu'avec les deux blitzers que m'a détruit Baba Yara en troisième journée. Aredel qui perd son inquisiteur Aredel, qui porte bien son nom. Un blitzer compé d'Aredel qui donne 130 000 points au liquide en septième journée. Belle prise par le liquide. Troisième plus belle prise pour l'instant du championnat. Le loup-garou de Melfios par Bud Milka, 125 000 points. Et ouais, un loup-garou, même non compé, ça apporte toujours plein de points. Chasser les loups-garous, hein. Ils aiment être chassés. Il y a aussi un Ulverner de Yuxgul qui avait une compétence qui a été détruite par Pedro et la Reine. 125 000 points, forcément. Un Ulverner, c'est 105 000 points, plus une comp. 125 000 points directement par Pedro et la Reine. Enfin, notons aussi 120 000 points que je rapporte à Baba Yara. C'est mon receveur compé, 120 000 points. Et ouais, les receveurs elfes, ça coûte tellement cher. Enfin, parlons des plus gros massacres. Sur le deuxième tiers, c'est le massacre de l'équipe de Melfios par Bud Milka. 240 000 points de joueurs d'éliminés en un seul match. Bravo. Il y a eu un loup-garou, une goule
et un zombie, je crois. Bah, ça fait 240 000 points, tout simplement, pour Bud sur une journée, sur un match. Et enfin, au général, je le dis, je le répète, j'aimerais bien ne pas avoir à le dire, mais je le répète quand même, 390 000 points de joueurs d'éliminés en un match, 390 000 points d'éliminés, je répète, 390 000 points de joueurs d'éliminés en un match. C'est moi, c'est Bibi. C'est Bibi qui perd 3 joueurs compés sur un seul match, 2 blitzers et un receveur, donc 3 positionnels, face à Baba Yara. Tout simplement magique. Magique de la part de Baba. Et ouais, 3 lancers de dés, 3-16 sur le dé de 16. Ouais. que voulez-vous de plus? Non, je crois qu'il y a eu un blessé très grave et 2 morts. Voilà. Bon, allez, cadeau. Voilà pour le prix du meilleur chasseur. Encore une fois, excellente performance d'Epagnol. Et je pense que le prix du meilleur chasseur ira à lui, sauf si un des coachs du top 10 chasse un beau positionnel, voire un big guy, ce qui permettrait de relancer le combat. Parce que là, Epagnol est hyper bien placé. Finissons cette vidéo par la troisième partie au sommaire, à savoir la revue des effectifs, la revue du gratin de la Lutèce, à savoir les meilleurs joueurs, les stars sur les pelouses. Et si on ne devait parler que d'un seul joueur, évidemment, ce serait Meraxes, le fameux, le merveilleux, le magique danseur de guerre de Zyko. Que dire, ce qui n'a pas déjà été dit sur Meraxes? Il bat tous les records cette année. 94 XP à la fin du deuxième tiers de la saison, avec 22 touchdowns d'inscrits déjà. C'est-à-dire bien plus. Lui tout seul a inscrit bien plus de touchdowns que pas mal d'équipes entières à la Lutèce cette saison. À cela, il rajoute 12 sorties et un JPV. Un joueur totalement complet, aussi bon destructeur que marqueur. Honnêtement, là, il est parti vers la gloire éternelle. Quand on sait qu'à la fin de la 12e journée, il a déjà battu le nombre de points d'expérience sur une saison régulière faite par un joueur, c'était évidemment Blanchard des Nightmare Keepers, le légendaire guerrier du chaos de Pedro, qui avait marqué 110 points sur une saison régulière de la Lutèce. On sait qu'avec 111 points aujourd'hui à la 12e journée, Meraxes le dépasse déjà. Que dire de plus? Est-ce qu'il sera au Panthéon? Est-ce qu'il battra le record absolu historique d'un joueur, toujours Blanchard, d'un joueur sur l'ensemble de la saison, à savoir saison régulière plus playoff, 124 XP fait par Blanchard, sachant que Meraxes est à 111 et que évidemment il reste 3 journées à jouer et les playoffs, c'est pratiquement fait. Donc Meraxes va être normalement, sauf accident majeur, va être le joueur le plus expérimenté sur une saison régulière et le plus expérimenté sur une saison complète de la Lutèce. Donc cette fois-ci, alors que l'année dernière j'avais milité pour que John Moon, le lanceur d'Ankh-Morpork, intègre le Panthéon et les instances officielles l'ont refusé, cette fois-ci on comprendra vraiment pas. Le peuple lutétien ne comprendrait pas que Meraxes ne figure pas au Panthéon de la Lutèce. C'est le joueur le plus expérimenté, ce sera le joueur le plus expérimenté de la Lutèce, tant sur une saison régulière que sur la totalité de la saison, s'il survit jusqu'à la fin de la saison. Et là, je compte sur certains petits malins qui, peut-être, ne voudront pas le laisser entrer en playoff. Mais en tout cas, si Zyko se débrouille bien, son joueur devrait normalement intégrer le Panthéon, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Autre joueur dont il faut parler, ou joueuse plus précisément, puisque c'est la seule femme qui est représentée au gratin de la Lutèce cette année. C'est évidemment Chantal Iron Maiden Gaia. Chantal a vraiment joué les vedettes au premier plan sur le deuxième tiers de la saison, même si elle n'est pas la meilleure lanceuse de la compétition, titre qu'elle laisse pour l'instant à Dralunic. Elle est pas moins plus complète que lui dans le jeu. 30 passes réussies en 10 matchs, c'est quand même pas mal, hein, 3 passes par match, et elle a marqué un touchdown et a obtenu 3 titres de meilleure joueuse de ligue. C'est 45 points d'expérience déjà d'acquis à la fin de la 10e journée pour cette joueuse talentueuse et complète évidemment.
Bon, c'est évidemment beaucoup moins bien que Mare Access, mais Chantal lutte pour être la meilleure lanceuse du championnat. Elle lutte efficacement avec Dra l'unique, le lanceur d'Azroag. Le seul problème, c'est sa grosse blessure qu'elle a subie la 12e journée du championnat, qui la rend moins agile sur le terrain. Euh, mais c'est pas très grave parce qu'elle est moins agile, mais elle est devenue plus adroite dans le lancer de balle. Elle s'est améliorée en lancer de balle. Moins agile, mais plus adroite, n'est-ce pas contradictoire? C'est totalement antinomique. Moins agile et plus adroite. Après tout, c'est une femme. Ça reste une femme. Allez comprendre les gonzesses, les gars. Bon, est-ce qu'elle arrivera à être la meilleure lanceuse? Probablement pas, mais quand même, belle performance de la part de Chantal Iron Maiden Goya. Surtout que elle laisse le titre du meilleur lanceur pour l'instant évidemment à Dralulinic. Voilà le meilleur passeur de la saison et qui sera probablement le meilleur passeur de la saison à l'issue de la 15e journée. C'est un serial lanceur, un véritable bombardier qui a le compas dans l'œil. Il n'y a que Dra en fait, il n'y a que Dra qui existe. Forcément, c'est lui l'unique, le seul, euh, le magique, l'extraordinaire Dra. Même si Dra ne fait que ça, ne fait que des lancers, il est à 54 passes réussies. Alors certes, je compte déjà la 13e journée de jouer, parce qu'on est déjà à la 13e journée, mais 54 passes en 13 journées, il est pas loin d'atteindre le chiffre de 66 passes de John Moon l'année dernière, mais il ne fait que ça, il ne marque pas, et il a obtenu un titre de JPV, il sort pas de joueur, il fait que des passes, mais il les fait bien. 54 passes, c'est quand même un merveilleux résultat pour notre Dra, l'unique, l'invincible, le beau, le fier Dra. Parlons maintenant des gars qui cognent, des gars puissants, des gars sûrs, des gars qui défoncent tous sur les pelouses. Qui est le bachelor pour l'instant sur la pelouse de la Lutèce? C'est Abeterno, le revenant de Buckler Scarlan. Pas de chose étrange, pas de big guy dans le classement des meilleurs sorteurs. Même pas les momies, même pas les minotaures, les ogres, non, non, rien du tout. C'est Abeterno, le revenant qui est meilleur sorteur de la ligue. Le meilleur sorteur du premier tiers de la saison, à savoir la momie, toujours de Buckler à Scarlan, demeure quasiment muette sur le deuxième tiers, et donc elle est toujours à 10 sorties. C'est-à-dire qu'elle n'a fait aucune sortie sur le deuxième tiers de la saison, alors même que celui qui se distingue, donc c'est Abe Eterno, le revenant, qui est déjà à 15 sorties à la fin de la J10, et il en rajoute 6 de plus sur la 11e et 12e journée. Donc il est à 21 sorties déjà réalisées à l'issue de la 12e journée. Superbe résultat pour ce revenant TAC Châtaigne. En plus, avec 3 JPV obtenus jusqu'à la J10, il est à 42 XP. Superbe résultat. Il joue les tout premiers rôles pour le prix du meilleur sorteur du championnat, et très certainement que le titre ira à lui, sauf si certains autres bons rosters se réveillent. Vous voyez que Mare Access, avec ses 12 sorties, il est déjà largué. Mais il y en a d'autres, et parmi ceux-là, évidemment, il faut citer le beau, le merveilleux Mark Landers. Mark Landers, le capitaine de la Toho, et aussi de la New Team de Mamet. Dans la course au Bachelor, il attrape toujours le bon wagon. Il est toujours juste derrière Abe Eterno, parce que à l'issue de la J10, il était également à 14 sorties à son actif, auquel il ajoute 2 JPV. Donc ça lui fait 36 XP à l'issue de la J10 pour le capitaine de la Toho. Et surtout, il distance déjà Barba Crème, le blitzer de Ma Big Burger, aux grandes dames de ce dernier, malheureusement. Il distance Ma Big Burger, et vraiment, il lutte efficacement pour le titre du meilleur sorteur du championnat. Normalement, ça va se jouer entre Abe Eterno et Mark Landers, donc.
parce que encore une fois, les autres sont distancés. J'ai parlé de la momie de Buckler et Skirlan. On peut aussi citer Gargaredel, le méchant homme arbre de Scarabée, qui pareil a été assez anecdotique sur le deuxième tiers et qui est largué aussi. Donc on a véritablement 4 joueurs qui luttent pour le prix du Bachelor. Donc AB Eterno, Mark Landers, et derrière, ils sont déjà distancés, à savoir Mer Access, encore lui, et Barba Crème. Ben voilà, donc c'est soit Mark Landers, soit AB Eterno qui seront meilleurs sorteurs, sachant que l'avantage pour Mark Landers, c'est qu'il rencontre 2 équipes Minus sur la fin de saison, donc il se peut qu'il fasse pas mal de sorties. Donc attention Buckler, attention, ton revenant peut perdre sa première place parmi les joueurs les plus destructeurs. Attention à toi, attention. Donc c'est pas encore gagné, ça va être passionnant jusqu'à la fin. On va voir qui, entre Mark Landers et AB Eterno, emportera ce prix du Bachelor. Sauf si Barba Crème se réveille tout à coup, on ne sait pas. Parlons maintenant des marqueurs, des gars qui courent vite, des useurs d'en-but, et pas des suceurs, non, des useurs d'en-but des terrains de la Lutèce. Et parmi eux, il faut citer en premier lieu Digito Dam, bien sûr. L'autre grande étoile du championnat, mais qui est évidemment totalement éclipsé par Meilleur Access, c'est le coureur d'égout de l'équipe Z d'Ashram. Il peut quand même se targuer d'être à 14 touchdowns déjà de marquer à la fin de la J10. Bon, Meilleur Access est à 22, ok, d'accord. Mais il en a à 18 à l'issue de la J13, c'est pas mal quand même pour ce coureur d'égout. Véritable useur d'en-but, comme je disais. Il se concentre sur cette seule tâche, c'est la seule tâche qui lui incombe, à savoir marquer des touchdowns et très vite. Désormais avec 4 compétences, cette star qui a acquis la compétence sprinter, ça en fait un super bon turner. Attention les adversaires, vous êtes au courant maintenant. Ashram va vous one-turner la gueule. Donc au niveau des playoffs, ça risque d'être très compliqué pour les adversaires d'Ashram, parce que Digito Dam, s'il est sur la pelouse, va one-turner, c'est sûr. Il se peut même qu'Ashram le mette sur le banc et ne le sorte que sur les one-turn à faire, parce que en playoff, ça se joue sur les détails, et le détail peut-être s'appellera Digito Dam. Il faut parler maintenant de la guerre des skinks. De la guerre indirecte que mènent Arkanoid et Serge, les deux skinks qui luttent aussi pour le titre du meilleur marqueur. Arkanoid d'un côté le skink de Dritz, et Serge de l'autre côté le skink d'Azmogi. Tous les deux ont acquis un point de mouvement en plus, ce qui en fait des one-turners merveilleux. Mais là où celui de Dritz mise tout sur la vitesse, avec sa compétence sprint, celui d'Azmogi est un peu plus polyvalent, un peu plus versatile avec la compétence blocage qu'Azmogi lui a donné. Pour le moment, avantage à Serge avec 12 touchdowns de marqués à l'issue de la 13e journée, mais Arkanoid n'a pas encore joué sa J12, en tout cas là au moment où j'enregistre cette vidéo. Et il est plus expérimenté avec 46 XP, et surtout dans ces 46 XP, c'est 4 meilleurs joueurs du match. C'est une véritable idole des foules, Arkanoid. Bah ouais, Arkanoid, moi j'adorais ce jeu. Tout le monde adorait ce jeu quand il était jeune. Forcément, c'est une idole des foules. Et donc, 2 merveilleux one-turners, on verra lequel de ces 2 skins sera meilleur à l'issue de la saison régulière, et surtout à l'issue des playoffs, parce que les 2 équipes, aussi bien celle de Dritz que celle d'Azmogi, sont en playoff déjà. Donc on verra comment ils se débrouillent. Mais comme pour Digito Dam, les adversaires sont prévenus. Aussi bien Dritz que Azmogi ont dans leur rang au moins un one-turner. Donc là aussi, ça va se jouer sur les détails. Et les détails s'appellent Arkanoid d'un côté et Serge de l'autre. Enfin, comment ne pas terminer cette revue des stars de la saison sans parler peut-être du plus grand, ou en tout cas du plus méritant d'entre eux, à savoir Bill Le Poirier, l'homme arbre des petits rats des carabines d'Olivier Dulac. Et oui, il faut en parler, c'est historique ce qu'il a fait, quand même les gars, historique. Ils sont si rares les big guys à marquer des touchdowns, et encore plus rare s'il s'agit des hommes arbres. Et là, combien il en est ? Il est à 3 touchdowns de marquer déjà. 1, 2, 3, viva Bill Le Poirier. Ouais, on va dire ça.
3 touchdowns de marquer déjà. Quel big guy déjà peut se targuer d'avoir marqué 3 touchdowns sur une saison régulière de la Lutèce? Quel homme arbre peut se targuer de le faire? Aucun. Honnêtement, j'ai regardé, alors j'ai pas regardé toutes les saisons, mais je n'ai pas vu, moi en tout cas, de big guy qui a marqué 3 touchdowns sur une saison régulière de la Lutèce. C'est vraiment historique là ce que fait Olivier Dulac et ce que fait son homme arbre surtout. Bravo, chapeau bas. Forcément, il y est pour beaucoup dans la merveilleuse forme des petits rats des carabines. 5e place au classement général quand même, hein. Bravo, chapeau. Et encore une fois, voilà, quand les Halflings n'y arrivent pas, il y a toujours Bill Le Poirier qui arrive telle une flèche. Ouais, telle une flèche. Telle une flèche qui arrive et qui marque des touchdowns incroyables. J'imagine la tranche des adversaires quand ils se prennent un touchdown de Bill Le Poirier. Ouais, franchement, merveilleux. Et ça fait tellement de bien. Et c'est tellement rigolo de voir un homme marquer des touchdowns. C'est génial. Bravo. Donc bravo à tous ces joueurs-là qui rendent la ligue, la Lutèce meilleure. Bravo aux coachs qui ont fait créer ces stars du championnat qui nous font vibrer, qui nous mettent plein d'étoiles dans les yeux. On espère juste qu'ils continueront à performer et on leur dit tout simplement chapeau et on attend de voir qui sera le joueur le plus expérimenté. Bon, ça, là, on sait que c'est Meraxes, mais qui sera le meilleur marqueur du championnat, qui sera le bachelor, qui sera le meilleur passeur. La compétition s'annonce passionnante pour le gratin de la Lutèce et on attend de voir ça à l'issue de la saison régulière, évidemment. Et maintenant, on va passer à l'essentiel dans 2 autres vidéos, évidemment, à savoir l'analyse individuelle des coachs, là, pour le coup. Et là, on va rigoler, parce qu'il y en a, il y en a qui ont pris très cher. Moi, le premier, ouais. Allez, les gars, à tout de suite pour d'autres aventures dans l'After Lutèce. Ciao. Putain!